Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous qui se déroulera tout au long de cette semaine depuis la 77e Foire internationale de Metz. Nos studios sont ici, dans cette foire, et pour nous en parler dans quelques secondes, Michel Coquet. Avant cela, je veux dire bonjour à Virginie, comme tous les jours. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Oui, ça va très bien. On s'amuse à la foire? On s'amuse bien. Oui, j'ai cru. Alors, elle a fait plein de choses. Plein de choses avouables, d'autres. Dites pas tout. Non, on ne dira pas tout. Mais vous allez par contre découvrir tout cela tout au long de cette semaine. On ira dans les Vosges avec Karine tout à l'heure. Oui, bonjour. Ça va? Très bien. On ira faire un tour dans les cabanes. Peut-être quand vous étiez petit, je m'adresse plus aux garçons là, mais les filles étaient jamais loin. Ah non, les filles aussi. Les filles aussi, oui. On a tous rêvé de vivre dans des cabanes et là, on peut le faire. On verra cela tout à l'heure. On parlera également aéromodélisme avec des avions à propulsion, à réaction. On ira faire un tour du côté des vendanges, mais avec un robot pas comme les autres. Bref, vous l'avez compris, vous allez passer un bon moment. Michel Coquet, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous accueillir dans cette foire de Metz, la 77e du nom. Ravi déjà d'accueillir RTV à notre 77e édition de la Foire internationale de Metz. Eh bien, écoutez, nous, on est ravis d'être là tout au long de cette semaine. Tous les chroniqueurs seront présents. Marie-Paul jeudi, Jean-Michel Faretra mercredi. Bref, vous l'avez compris, nous sommes présents et très contents d'être là. Avec Virginie, on va vous montrer le meilleur de la foire. Avant cela, on va revenir sur l'inauguration qui a eu lieu vendredi. Le parrain, c'était Roger Quézel, que l'on ne présente plus sur cette antenne, le président du Conseil économique et social de Lorraine. Et environnemental. Et environnemental, c'est bien de préciser. Nous allons maintenant vous montrer les images. Alors, il y avait du monde, vendredi, il était 11h. Tout ça au son de l'harmonie. Et les Incas... Mercedes que nous voyons, qui est Jean-Pierre Masseret, président de la région, présence de Roger Quézel, les personnalités de la ville de Metz, Dominique Gros, maire de Metz, qui coupe le ruban à côté du consul général du Pérou. Et nous dévoilons le métis à cette occasion de la Foire internationale de Metz, Jacques Tron, que nous apercevons également. Une inauguration qui trouve toujours un écho très, très large auprès des personnalités de la grande région Lorraine. Et je pense que l'inauguration a donné le là de cette édition, car nous avions plus d'invités qu'à l'accoutumée. Donc c'est peut-être un bon présage ou un très bon signe pour cette nouvelle édition de la Foire internationale de Metz. Roger Quézel que nous voyons sur le stand d'RTV, Dominique Gros et Jean-Luc Baule que l'on aperçoit. On aperçoit également le vice-président du Conseil général qui était en arrière-plan. Et c'est vous qui accueillez tout ce monde, Virginie? Exactement. Waouh, la chance! La classe. Pour eux. Non? Absolument. Absolument. Avec vous, on va parler de ce thème, cette année, cette 77e foire pour thème, l'or des Incas. Pourquoi ce choix? Je dirais pourquoi pas. Oui, alors d'accord, alors ce jeu-là, on n'a pas fini. Autre question? Oui, alors vous voulez qu'on joue aux questions? Non. Le choix d'un thème se fait toujours à la fin d'une précédente édition. Et l'an passé, nous avions pour thème la Grande Bleue. Pas forcément compréhensible pour tous nos visiteurs. Et nous avions très bien compris à la sortie, lorsque nous faisons des enquêtes de satisfaction, que nos visiteurs souhaitaient retrouver une grande épopée comme nous l'avions eu avec les Égyptiens, les 7 merveilles du monde ou l'histoire de Napoléon. Donc nous nous sommes mis à la recherche d'une exposition qui pouvait retracer une grande épopée. Et bien sûr, nous avons trouvé cette exposition sur l'or des Incas. Et ce qui a fait le thème de cette manifestation. Et exposition qui est plébiscitée par nos visiteurs. Nous racontons à travers 1200 mètres carrés l'histoire de cette civilisation. Virginie a déjà été de bon matin. Je vous propose de la retrouver tout de suite si vous le voulez bien. Cette année, la 77e édition de la Foire internationale de Metz a pour thème l'or sacré des Incas. Nous sommes ici dans la très belle exposition qui nous propose de découvrir absolument tout sur le Pérou, les Péruviens, les lamas, Tintin et le Temple du Soleil, ou encore la Cordillère des Andes et le Machu Picchu. Mais il y a aussi des stands et on va pouvoir acheter des choses très typiques du Pérou, comme des ponchos ou encore des bonnets. Suivez-moi. Antonio, bonjour. Bonjour de nouveau, oui. Alors vous êtes un vrai Péruvien. Je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Les types
Et en plus, l'accent aussi, hein, je pense que... À peine, à peine. Et vous avez quoi sur votre stand de typiquement péruvien, comme vous? Oui, les ponchos, les bonnets, les flûtes, les pierres. Regardez, je vais vous montrer un bonnet, comme ça vous pouvez plus ou moins essayer et voir, avoir une petite idée. Vous voulez déjà me mettre un bonnet sur la tête? Je le mettrai en partant, merci Antonio. D'accord. Les ponchos aussi? Oui, les ponchos, comme vous voyez, ils sont exposés la partie antérieure et différentes sortes, hein, avec très colorés et des couleurs plus fins, moins forts, qu'on peut les mettre partout et n'importe quel endroit. Il y a des pierres précieuses spécifiques au Pérou? Oui, il y en a surtout la turquoise du Pérou, l'opale andin, qui est très difficile de trouver, la pyrite, l'obsidiane, bon, il y a une richesse très grande. Et puis, on connaît tous très bien la flûte de Pan. La flûte de Pan, voilà, c'est très connu, hein. Et on entend beaucoup aussi cette musique. Et maintenant, vous entendez les disques qui est en train de jouer. Et vous savez jouer, vous, de la flûte de Pan? Moi, je suis curieuse d'entendre quelques notes. Oui, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais je peux faire un son. Faites-nous un son. Voilà. C'est parfait, on va se quitter sur ces quelques notes de musique. Merci beaucoup, Antonio. Bien gentil, merci, bonne journée. Hein. Au revoir. Au revoir. Oui, parce qu'un peu plus ça aurait été trop, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Faut venir sur la film pour en entendre plus. Pourquoi vous n'avez pas voulu essayer le joli bonnet péruvien que vous proposez? Non, mais si, je vais le mettre en sortant. Là, il faisait trop chaud dans le studio. Quelques questions sur les Incas. Alors, je vais faire mon malin, mais j'ai été voir avant sur Internet. Ils ont dominé les Andes durant un siècle, 1400 à 1533. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne, ça je ne vous apprendrai rien. L'or, c'est le soleil pour les Incas, c'est pour ça qu'on voit de l'or partout. Ils ont inventé le cadran solaire. Et je vous propose d'aller faire un petit tour maintenant du côté du Pérou, sur la trace des Incas. C'est pour vous, Michel Coquet, et c'est pour tous les exposants de la foire et les invités bien sûr qui viendront comme vous tout au long de cette semaine. Regardez. Ces ruines majestueuses sont un mystère. Construite il y a 1600 ans, elle s'étale sur un plateau à 3700 mètres d'altitude. On ne sait presque rien de ses anciens habitants, ni pourquoi le site s'est vidé 2 siècles avant l'apogée de l'Empire Inca. Le site de Marcahuamachuco a fait grande impression sur ce consultant du Global Heritage Fund, une ONG américaine qui défend le patrimoine des pays en développement. Ce qui m'a frappé, c'était que c'était d'une transparence déconcertante. C'était vraiment une déclaration publique. Ça a été construit pour impressionner. Marcahuamachuco est le site archéologique le plus important du Pérou pré-incaïque. Seulement voilà, il a été pillé pendant des années et personne n'a encore percé ses secrets. Des habitants occupent aujourd'hui les ruines, cultivent, élèvent des animaux, des conditions difficiles pour sauver un trésor du patrimoine péruvien. Ceux-là même qui ont construit ce site l'ont réparé sans grande précaution quand ils ont dû faire face à des catastrophes naturelles. Nous, aujourd'hui, nous voulons le restaurer parce que nous considérons que c'est un site précieux en raison de son message, de son authenticité. Beaucoup espèrent que le site brise un jour la dépendance du Pérou vis-à-vis de la citadelle du Machu Picchu, un des sites des plus visités d'Amérique, mais à la limite de la surexploitation pour le tourisme. Pour l'instant, à Marcahuamachuco, consultants étrangers et gouvernements péruviens travaillent main dans la main. Objectif, que le site soit inscrit rapidement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reste toujours un vrai mystère autour des Incas. C'est assez étonnant quand même, qu'on découvre des choses chaque jour. C'est ce qui fait le succès sans doute aussi de cette exposition. Lorsqu'il y a une intrigue, on sent nos visiteurs aussi avoir l'envie de découvrir les choses. Lorsqu'on vient à la foire et qu'on a vu l'expo sur l'or des Incas, il reste tout le reste à voir, si j'ose dire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir cette année? Je dirais tout est à voir en tant que directeur général de la foire. Oui, mais... Le stand de R. Bien entendu. Déjà, oui. Simplement quelques chiffres. La foire, ce sont plus de 700 exposants, 1450 références sur 55 000 mètres carrés de surface d'exposition. Alors je ne veux pas vous noyer dans les chiffres, simplement pour visiter bien la foire, il faut plus de 5 heures de visite. Donc il y a vraiment de quoi faire pendant la durée de la visite.
Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose que vous conseillez à vos amis lorsque vous venez c'est quoi? C'est plutôt le stand restauration parce qu'il y a diversité et il y a pas mal de choses à découvrir, ou c'est plutôt les nouvelles technologies? Vous allez où, vous, quand vous... Alors ça, ce sont mes coups de cœur. Moi, je dirais que j'ai des passages en fonction de la journée. Le matin, je commence toujours par l'Italie, où je vais prendre un petit café, un vrai café italien, un expresso, et c'est là où je lis la presse pour savoir ce qu'on raconte de la foire. Ensuite, je vais dans le hall des artisans, parce qu'il y a une odeur aussi avec les boulangers qui cuisent le pain en direct de la foire et qui sont déjà en pleine préparation. Nos amis boulangers qu'on salue, bien sûr. Donc, Chambre des métiers, qui est un stand et un espace très animé, 600 mètres carrés d'animation. Et après, je fais mon tour. Alors, en allant vers le bâtiment et le second œuvre, je vais aussi à la rencontre des exposants pour connaître le moment, connaître ce que disent aussi nos visiteurs de la foire. Ils me renvoient les remarques des uns et des autres. Et puis, au gré de la journée, je vais, en allant bien entendu dans le haut de la gastronomie, à plusieurs reprises dans la journée, non pas forcément pour m'y arrêter, mais parce que j'y entends beaucoup de choses. C'est là où on parle. C'est là où on parle, hein ? On est d'accord avec ça. Merci en tout cas, Michel Coquet. Vous allez rester avec nous parce que nous allons partir avec Karine Blaise, du côté des Vosges maintenant. Tout à fait. Alors vous nous avez fait rêver. Lorsqu'on a reçu votre dossier de presse, on s'est dit qu'il faut absolument qu'elle vienne nous voir parce que les 13 et 14 octobre, il y a une manifestation dans les Vosges. Mais avant cela, je voudrais juste qu'on plante, c'est le cas de le dire, le décor. Alors c'est vrai, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on était petit, on rêvait tous d'avoir une cabane dans les arbres. Aujourd'hui, on le voit sur ces images, c'est possible. Oui, ça se trouve où? Alors, ça se trouve à 9 km de Gérardmer, donc ça se trouve à Chandray. Donc c'est entre Gérardmer et Épinal. Voilà, dans les montagnes. C'est ouvert toute l'année? C'est ouvert toute l'année puisque les cabanes sont chauffées. C'est un petit peu la particularité aussi. C'est qu'on peut même y venir quand il y a de la neige, puisque vous n'aurez pas froid. Ça doit être sympa quand il y a de la neige dans la forêt. C'est super beau. Regardez ça. Michel Coquet, je suis sûr que c'est... Hein? Oui, j'ai vu défiler tout à l'heure les images et c'est celle que je préfère. Ah, Virginie? Les cabanes sont perchées à quelle hauteur? Alors il y a plusieurs hauteurs, vous donnez les hauteurs exactes, je ne sais pas, mais il y a plusieurs hauteurs en tout cas de cabanes. Aussi une particularité des Nids des Vosges, c'est qu'il y a une cabane accès handicapé et c'est une des seules de France. Voilà, donc tout le monde peut y venir, petit, grand, voilà. Et puis on n'est pas loin de plein de choses, hein. On est à quelques kilomètres de Gérardmer. Oui, 9 km. 9 km. On est également sur la route qui va du côté de Fray-Pertuis, enfin la route des Crêtes. Bref, on peut venir s'installer dans ces cabanes. Oui. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Je peux dire que vous pouvez avoir votre petite cabane en amoureux. Vous pouvez y aller avec des amis. On peut y aller avec des amis. En famille? En famille. C'est accessible aux enfants. Ou en loup solitaire. Oui, accessible aux enfants, bien au contraire. Oui, il y a plein de choses à faire autour, donc voilà. Et puis, particularité aussi, c'est que l'ancienne grange sert maintenant d'accueil, à l'intérieur de laquelle il y a un sauna. Donc aussi, on peut aussi profiter du sauna qui est à l'intérieur. Voilà. Il va falloir nous inviter, on va venir faire un bienvenue chez vous depuis les cabanes. Ben voilà. Ce serait pas mal ça. Ben volontiers, quand vous voulez. On va noter tout ça et on ira faire une petite balade. Vous viendrez avec nous? Volontiers. Nous avons d'ailleurs une cabane cette année qui est exposée dans le hall A. Un de nos exposants nous a construit une cabane. Spécialement pour la foire. Spécialement, qu'il a baptisé l'Observatoire, puisqu'elle est très haute, elle est au-delà de tous les autres stands, ce qui permet d'avoir une très belle vision sur l'ensemble du hall. On peut y monter? On peut y monter, c'est Gilles Somme qui nous a construit cette magnifique cabane. Donc le premier salon des cabanes et de l'insolite aura lieu donc sur le site des Nids des Vosges, et le week-end du 13 et 14 octobre. Oui, qu'est-ce qu'on y verra également? Il y a une expo? Alors, il y aura donc des exposants d'hébergements insolites, donc divers exposants avec des tipis, des tentes bulles, des pyramides en verre. On aura aussi des artisans, donc du cru, avec un vannier, une personne qui va faire de la mosaïque. Il y aura également un grimpeur d'arbres, il y aura un musher avec ses chiens de traîneau, il y a plein de choses à découvrir. Donc pour nous y rendre, la route c'est quoi le plus facile? Alors il faut aller direction Épinal, sortir à Gérardmer et après prendre la direction, c'est indiqué de toute façon. Après Gérardmer, il faut prendre la direction Laveline du Houx et voilà, on est à quelques kilomètres. Merci beaucoup de nous donner envie de découvrir tout ça. Vous allez rester avec nous aussi parce que maintenant, on va boire un peu. Ah, faut pas tout dire. Je suis encore allée me balader dans les allées de la FIM et puis vous me connaissez, moi je vois à boire. Oui, c'est dingue comme ça revient très vite. On s'est dit, elle va jamais oser, bah si. Non, j'ai même pas bu en plus. Tiens, regardons.
Et oui, Jean-Luc, vous le savez, je me balade dans les stands de la FIM, j'ai vu des cocktails, donc du coup, vous me connaissez, je me suis arrêtée, effectivement, évidemment. Bonjour Edwin, ça va? Bonjour, ouais, très bien. Comment vous arrivez à un tel miracle? Alors ces résultats, c'est très simple, c'est avec un appareil qui s'appelle le Supreme Cocktail, qui est un séparateur de liquide pour faire des cocktails en étage. C'est super joli, on peut tous en acheter, le faire chez soi? Évidemment, le but c'est justement de démocratiser le cocktail, qu'on n'ait pas besoin d'être barman pour faire de jolis cocktails et de faire une belle présentation à la maison. Par exemple, démonstration. Alors je vous montre par exemple l'apéritif le plus consommé en France, le kir, que tout le monde connaît. C'est féminin ça. Évidemment. Alors c'est pas parce que c'est féminin que les hommes ne pourront pas en boire, évidemment. Alors le kir, par exemple, je mets crème de cassis dans 2 verres. On part toujours avec l'appareil du liquide le plus lourd en premier pour aller au plus léger. Ce sera la seule chose à respecter. Donc le sirop, c'est lourd. Voilà, tout ce qui est crème, liqueur, sirop, c'est très sucré, c'est très lourd. Pourquoi 2 verres? Ça, c'est une petite astuce pour, par exemple, alléger la crème de cassis dans le 2e verre avec du mousseux, vin blanc, champagne, tout ce que vous voulez. À consommer avec modération, bien sûr. Évidemment, on a changé la couleur, on a changé le poids et on va faire un 2e étage dans le kir. Le but, c'est vraiment de changer la présentation. Par exemple, pour ce cocktail, après 60 ans de chanoine kir mélangé, on va apprendre à le voir autrement. Par contre, là-dessus, je suis formel. C'est pas parce qu'on va prendre soin de la présentation qu'on va négliger le goût. Par exemple, le kir, les filles me le diront, pour l'instant, il est trop sucré. Alors, pour respecter la vraie recette, on rajoute le mousseux pur par-dessus. Et on fait, par exemple, un magnifique kir royal à 3 étages. Après, l'ordre logique des liquides est marqué sur la boîte. Les recettes sont fournies avec l'appareil. C'est très simple d'utilisation, comme on disait. Et on arrive à des résultats comme celui-ci. On peut faire des cocktails comme on voit sur le côté avec des jus d'orange, des jus de fruits. Évidemment, ça marche avec tous les liquides. On pourra très bien séparer 2 jus de fruits qui ont très peu de différence de densité. Malgré ça, l'appareil, avec sa précision, permet de les séparer parfaitement. Et voilà un superbe kir. Et ça a été inventé, je crois, pour faire un très très bel Irish Coffee. Évidemment, ce digestif, l'Irish Coffee, qui est vendu une dizaine d'euros dans les bars et restaurants, ça a été inventé par un restaurateur pour les professionnels à la base pour ce cocktail. Et ça s'est démocratisé au grand public pour l'utilisation pour les autres cocktails. Du coup, on peut devenir chez soi le roi ou la reine du cocktail. Évidemment, tout en simplicité. Merci beaucoup, Edwin. Merci à vous. Bonne journée. Ah, vous étiez sérieux rien sur ce coup-là, hein? Oui, hein. Ouais, non. Je suis me maîtriser, me contrôler. Je suis agréablement surpris. Pardon, Madame Stricker? Dans votre micro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente Moselle de l'UNICEF? Du comité UNICEF de Moselle, oui. Voilà. Et avec vous, nous allons parler justement de cette action que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous allez faire et ce que vous nous proposez? Donc le comité de Moselle a son siège à Metz, rue du Cambou. Nous avons des antennes à Sarreguemines, Saint-Avold et Thionville. Nos missions sont principalement la vente et la récolte de fonds et le plaidoyer. Alors pour justement essayer de rentrer des fonds, oui. Eh bien vous offrez des choses. Vous mettez à disposition des cadeaux. Nous vendons. Voilà, vous vendez. Ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est la petite pluche que vous avez ramenée. Oui. Parce qu'elle a une histoire aussi, c'est un coup de cœur quand même. C'est un coup de cœur, oui, c'est un coup de cœur. Mais je pense que tout est un coup de cœur. On va voir ensemble, si vous le voulez bien, les différents objets que vous avez ramenés. Là, j'ai ce qui pourrait déjà nous être très utile dans quelques temps, c'est la fameuse boule de Noël de l'UNICEF. À côté, je vois que c'est une bougie, c'est ça? C'est une bougie aussi, oui. Tout ça, on peut les acheter où exactement? Donc, vous pouvez les acheter déjà sur le stand à la foire, où nous nous trouvons au Vous êtes où? Vous êtes où à la foire? Hall C, stand 121. Pour regarder Michel Coquet, mais je pense qu'il ne connaît pas tous par cœur les stands. Non, mais moi je connais mon 121, Hall C. Bien sûr, très bien. Ok, bravo. Donc, et puis évidemment à la boutique rue du Cambou et sur différents stands où nous trouvons dans des grandes surfaces au marché de Noël. Ça c'est quoi? Ce sont des cubes. Ah oui, des cubes empilables. D'accord. C'est toujours sympa ça? Ah, c'est super sympa, oui. Vous avez les puzzles, vous avez des dominos, il y a toute une série d'objets sur le stand, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et là, c'est quoi ce que j'ai ici? Un puzzle. Un puzzle, d'accord. Écoutez, Michel Coquet, vous voulez pas m'aider? Oh là, Michel, travaillez. Vous allez pouvoir faire le puzzle. Il vous reste quelques secondes pour arriver au bout de... Oh, il doit être facile, hein. Il y a 10 pièces. Si on a 2 heures d'émission, Alors allez-y. On va voir le patron de la foire. Je
lors de l'enregistrement de Bienvenue chez vous. On va mettre un chrono. Hein. Et je vous rappelle que nous le retrouverons ce soir vers 23h30 pour finir son puzzle. En attendant, Chantal, vous pouvez nous rappeler les missions de l'UNICEF ? Donc l'UNICEF est une branche de l'ONU. Hein. Nous intervenons dans le monde en faveur des enfants. Donc aussi bien au niveau santé, au niveau vaccination, scolarisation, préservation des droits de l'enfant. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous avons besoin de fonds. Est-ce que vous recherchez également des bénévoles à Nous recherchons toujours des bénévoles. Alors c'est peut-être le moment ou jamais de passer un petit message parce que... Bien sûr. À qui faut-il s'adresser? Comment faire si l'on veut devenir bénévole pour l'UNICEF? Donc si vous voulez, vous vous adressez au comité, vous vous adressez 25 rue du Cambou ou sur notre site Internet, voilà, et je recevrai les personnes qui sont intéressées. Alors, nous avons à côté de Virginie un calendrier. Je crois que c'est ça, Virginie, que vous avez. Exactement. Si vous pouvez juste le montrer également, c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'objets différents que vous pouvez essayer d'acquérir. Avec des bonnes bouilles, regardez. Il y a toujours de très jolies photos. Michel Coquet, vous en êtes où? C'est pas mal, je progresse. La foire termine lundi 8 octobre. Oui. Donc j'ai encore quelques heures et quelques jours pour le terminer. Eh bien, On est près d'un record du monde, je crois. Carrément. Je sens qu'on est en train de pulvériser quelque chose. Vous avez chronométré ou pas? Écoute, oui, de toute façon, il ne nous reste plus grand-chose avant la coupure pub, donc on va lui laisser ces dernières secondes juste pour nous prouver qu'il va le faire. Et juste après la pub, vous allez voir, c'est magique, le puzzle aurait été fait, totalement fait. Non, mais il n'y en a pas qu'un des puzzles, rendez-vous compte. C'est-à-dire? Il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas un grand puzzle? Non, c'est plein de petits puzzles. Oh, bon, alors c'est de la triche alors. Ce sont des puzzles de 4 pièces. Ah, de 4 pièces. Regardez, ça y est. J'aurais dû prendre celui de 500. Ah, pour Michel, il aurait fallu prendre celui de 500, oui. Voilà, je m'en Et ben voilà, c'est fait. Regardez, mesdames, messieurs, il a réussi quand même son... Applaudissez-le. Voilà. On peut pas, j'ai les mains pleines. Mais je trouve ça drôlement bien. Bravo à vous. On va faire une petite pause. Merci à vous, madame, d'être venue. Michel Coquet, vous restez avec nous. Il n'y a aucune raison. Et on se donne rendez-vous juste après la pub. Le 6e Grand Marché au Livre se tiendra les 13 et 14 octobre de 11h à 18h. Animation gratuite pour enfants, quiz littéraire avec de nombreux lots à gagner, restauration sur place. Il y a parfois des bijoux qu'on ne veut plus vraiment voir. Ou des voyages qu'on aimerait se payer facilement. Il y a aussi ces colliers qui semblent venus d'une autre époque. Chez Geltir Gold, nous rachetons votre vieil or. Nous vous proposons une expertise gratuite, une transaction simple, un paiement comptant et la garantie du meilleur prix d'achat. Geltir Gold, transformez votre vieil or en cash. Choisir Fermoba pour vos fenêtres, volets et fermetures, c'est opter pour des produits de qualité et de fabrication française. Rénovation ou construction, quelle que soit la nature de votre projet, nos conseillers Fermoba se déplacent gratuitement à votre domicile pour vous proposer la solution idéale et personnalisée. Exprimez vos souhaits, puis laissez-vous guider, les techniciens Fermoba vous guident dans vos choix tout au long de votre projet. Avec des offres promotionnelles tout au long de l'année, 55 ans d'expérience et 15 agences en France, dont 6 en région, Fermoba, fabricant et installateur, est le spécialiste de vos projets sur mesure. Fermoba est partenaire Bleu Ciel EDF.
Suite de ce bienvenue chez vous, toujours depuis la foire de Metz, la foire internationale de Metz, 77e du nom, toujours avec Virginie, bien sûr. Oui, toujours. Toujours avec Michel Coquet, le patron de la FIM. Je suis toujours là. Et puis deux nouveaux invités que vous connaissez, qui est Loris Mancini, qui est notre chroniqueur de tout ce qui vole, tout ce qui est insolite, tout ce qui est technologie. Bonjour Loris. Bonjour Jean-Luc. Et un invité que vous allez peut-être remettre si je vous parle avion à réaction, modèle réduit, c'est Guy Baskiewicz. Oh, j'étais pas loin. Hein. C'était pas loin. Pourtant, pour un Polonais, je devrais... Hein Pourtant, vous aviez répété. J'ai répété et tout. Si c'est pour un résultat pareil, je ne répéterai plus jamais. Avec vous, Guy, nous allons parler d'aéromodélisme. Mais avant cela, je vais vous demander de jouer parce que j'ai autour de cette table des vrais winners, des vainqueurs. Ah, ça, c'est gentil. Et vous le savez. Il nous a reconnus. Ça, c'est clair. La dernière fois que j'ai joué avec vous, ça s'est très mal passé. Je m'en souviens, notre invité est parti fâché. Donc, ce serait bien que là, soyez un peu gentil. Non, il avait donné la réponse tout de suite. Donc forcément, ça avait énervé tout le monde, quoi. Loris. Nous sommes prêts? Alors, premier indice, il va falloir que vous me parliez d'un événement qui a eu lieu ces derniers jours. Voilà la première photo. Forcément, vous avez déjà trouvé, Loris, qu'il s'agissait de... Du centre Beaubourg. Pas mal. Jusque-là, ça va. Ben alors, j'attends vos questions. Alors, quel événement? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines, du côté de Paris? Un événement humain, je sais pas. Un événement comment? Humain. Humain. Avec des gens. Avec des gens. Un événement humain. Oui, des extraterrestres sont arrivés, Loris. Je sais que c'est ton boulot, mais quand même, non, on va dire qu'il y a quand même un peu de l'humain. Bien que... Ou technologique. Bien que. Non, c'est pas technologique. C'est plutôt artistique. Guy. Merci, Guy. Virginie. Je sais pas, ils sont baladés dans les conduits. Quelqu'un s'est baladé dans les conduits. Ça Elle va a trouvé pas ça. être C'est pas ça. Oui. Allez, Michel, il y a... Quelqu'un fait... Moi, je dirais de l'escalade. De l'escalade. Non. Allez, je vous donne une deuxième petite indice parce que je savais qu'il ne trouverait pas dès le premier c'est trop dur. indice. Ah bah oui. Ah bah oui. Loris. Ah oui, c'est beaucoup plus obscur. Guy. Envoie une main quand même. Ouais, pas mal. On arrive un peu déterminé maintenant. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé à Beaubourg il y a quelques jours? J'ai demandé tout à l'heure si c'est une main. Vous vous rappelez? Une main, oui, c'est j'ai une main. demandé tout à l'heure si c'est une main. C'est bien une main. On s'est fait masser. Oui, pas mal, pas mal. Michel? Je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Non. Bon, alors je vais vous dire un indice comme ça, en plus, parce que... Alors, il s'agit bien d'une œuvre qui représente un événement footballistique. Ah, Virginie, le football, c'est pour vous. Ah ouais, mais là, je vois pas. Mais si, remontrez le deuxième indice. Ah, c'est Non, Diego... on ne souffle la main de Diego Maradona, c'est ça? La main de Diego Maradona, pas du tout. Non, on ne souffle pas, on ne souffle pas. Bon, le public de la film souffle. Alors, le coup de boule de Zidane. Bah, c'est normal, c'est le public qui vous l'a soufflé. Absolument. Merci, public. Regardez, vous On a le allez droit de faire voir appel au tout de suite public. de quoi il s'agissait. Ils ont immortalisé, cette fois-ci, en statue, hein, ce fameux coup de tête de Zinedine Zidane. Une sculpture monumentale de l'artiste Adel Abdemessed qui a été installée devant le centre Pompidou. Une œuvre géante représentant donc ce fameux geste sur le joueur italien. Lequel, Virginie? Materazzi. Materazzi, oui. Ah, oui. En finale de la Coupe du Monde de 2006. Je suis tout seul à jouer. Je me referai un petit jeu pour moi tout seul Oui, mais demain. nous, vous voulez pas s'en souvenir, en fait. On a Ouais, oublié. d'accord. En tout cas, vous n'avez pas marqué. Vous n'avez pas marqué cette fois-ci. Je suis vraiment désolé pour vous. Il y en aura d'autres demain, chers amis, ne vous inquiétez pas. Nous allons maintenant nous envoler. Alors tout d'abord, présentation, Guy. Quel modèle avons-nous devant qui s'intitule Jets Model Luxembourg? Alors, c'est un Viper Jet. Donc, le Viper Jet est un avion en réaction qui est fabriqué aux États-Unis et qui est destiné aux très bons pilotes privés qui veulent utiliser leur propre avion en réaction. C'est pour des privés, ça? C'est pour des pilotes privés. Ah ouais. En taille réelle, hein. En taille réelle. En taille réelle. Et j'ai bien compris le risque que le privé n'allait pas monter sur la maquette. Et donc ça, c'est l'exemplaire qui a été présenté sur le plus gros événement européen dédié au jet en Allemagne il y a 15 jours, qui s'appelle le Jet Power. Et il a été présenté en vol donc, devant plus de 9000 personnes par David Palmieri, qui est mon pilote officiel donc, pour la saison. Et c'est un avion qui a une grande particularité, c'est qu'il a une turbine électrique, donc il fonctionne exclusivement à l'électricité. Et lors de son premier vol, il a été chronométré à 280,9 km/h en vitesse de pointe. Donc il est tout en composite, il a le train rentrant avec les freins, il a une tuyère en Kevlar, c'est vraiment du très très haut niveau.
Le gros avantage, c'est qu'on est sur une taille qui est très très réduite par rapport aux avions en réaction qu'on a pu voir ensemble déjà l'année dernière. Guy, vous l'avez acheté ou c'est vous qui l'avez fait? Alors l'ensemble fuselage et les ailes, c'est construit donc, par un fabricant spécialisé. Moi, j'ai uniquement adapté la turbine électrique et tous les équipements électroniques pour pouvoir le. Mais tel qu'il est là, il vole? Tel qu'il est là, il est en état de vol. Parce que je suis allé, moi, voir Guy. On a d'ailleurs des images, c'est assez étonnant. On va démarrer par ce premier reportage. Je vais vous laisser nous commenter ce que l'on voit, Guy. Oui. Cette fois-ci, on est à l'extérieur et c'est du live. Voilà, donc ça c'est un avion de voltige donc, qui s'appelle le SBAC 342. Donc c'est un avion qui a participé par exemple à des gros événements de voltige comme la Red Bull Air Race. Donc c'est une construction classique tout en bois avec un moteur à essence de 120 cm3, donc bicylindre. La grande particularité, c'est qu'il est extrêmement léger par rapport à la puissance disponible et il est capable de voler absolument dans toutes les positions, y compris pendu à l'hélice. Donc là, on voit la préparation avant la mise en vol avec le dessous donc, de la structure, la télécommande qui permet de faire voler cet avion, la mise en route du moteur, les contrôles donc, de sécurité avant mise en vol pour être sûr du ralenti et du régime moteur, le contrôle du fonctionnement de toutes les gouvernes. Et une fois qu'on est sûr de tout ça, donc on le met en seuil de piste pour son décollage. Et c'est parti. Et attention, ça secoue. Oh. Voilà, donc là il est dans une vitesse d'approche lente. Ici on aborde donc un virage de grand diamètre. Et voilà la fameuse figure qu'il est capable de tenir, donc ça s'appelle le stationnaire ou encore le torque roll. Donc il est pendu à la puissance de son hélice sans aucun autre moyen. Il vous a fallu combien d'heures de pilotage pour obtenir ça? Parce que je crois qu'on parle en nombre d'années, plus en nombre d'heures. En nombre d'années? C'est compliqué. Ah ouais. Ouais. Donc là c'est une glissade, un vol d'eau. C'est impressionnant. Voilà, encore un passage lent donc à faible vitesse et à faible altitude. Encore une glissade. Voilà, quelques tonneaux enchaînés. Ici un vol d'eau et vous allez voir qu'on est capable de descendre très très bas en vol d'eau, y compris de temps en temps à faire toucher la dérive. Et le voilà à son atterrissage. Waouh! Michel, Coquet, une impression? Je suis impressionné, mais ça me donne aussi quelques idées. Parce que si on pouvait y mettre une petite caméra, ça me permettrait de surveiller l'enceinte du parc des expositions, notamment par les jours de grande affluence. Nous ne savons pas comment réguler notre trafic, parce que nous n'avons pas de vision en temps réel du remplissage des parkings. Ça, ce serait une très bonne idée pour survoler les quelques hectares du parc des expositions de Metz. Il existe effectivement maintenant du matériel qu'on abordera et qui permet de faire de la vidéo embarquée. On parlera des drones tout à l'heure. Et on parlera des drones tout à l'heure. Avant cela, on va repartir pour rendre à Bombolder, c'est le cas de le dire. Et cette fois-ci, on va voir quoi? Alors cette fois-ci, donc c'est un avion en réaction, donc qui fonctionne avec une vraie turbine au kérosène, comme un vrai, sauf que tout est miniaturisé. Et vous savez que quand je suis venu vous voir là, j'étais très impressionné parce qu'à la vitesse où il va, je me demande comment vous pouvez le contrôler. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande aussi beaucoup d'expérience et surtout beaucoup d'anticipation par rapport à ce qui va se passer. Et le avec, bruit, le bruit est impressionnant aussi. Hein, le bruit est très similaire au réel puisqu'on utilise exactement le même type de réacteur. Alors je vous laisse commenter. Voilà, donc ça c'est la préparation avant mise en vol, donc l'arrière du réacteur, donc on voit bien. Donc là le réacteur est installé dans le fuselage. Là on peut percevoir donc le bruit au démarrage qui est très caractéristique d'un avion comme celui-là. Donc ça fonctionne au vrai kérosène, absolument comme un vrai avion. Et la différence, c'est qu'on a un rapport poids-poussière qui est équivalent à 1, c'est-à-dire qu'il est capable de monter à l'infini. Donc là, il y a le fumigène en même temps au décollage. Alors, le fumigène nous sert en plus à faire des figures en l'air et éventuellement faire des dessins dans l'air quand le ciel est bien bleu et que c'est dépourvu de vent. Voilà. Donc là, c'est une montée en chandelle. Quelle vitesse il a là? Alors celui-là, donc, il a été chronométré parce qu'il y a un système de tubes de pitot, comme c'est le vrai avion, et la vitesse relevée était de 253 km/h en pleine vitesse. Donc. Et on le verra sur la fin, donc avec l'affichage de la vitesse. Impressionnant. Voilà, donc un virage à faible vitesse, un passage bas. Donc là, on a à peu près une vitesse de 100 km/h. Voilà, le train d'atterrissage qui sort. Donc on fait un pré-vol face à soi avec le train sorti pour s'assurer que les trois roues sont bien dehors. Et à ce moment-là, on peut aborder l'atterrissage en toute sérénité. Voilà.
L'atterrissage? C'est une phase critique, oui. Le décollage et l'atterrissage sont les deux phases Comme pour les vrais avions. Comme pour les vrais avions. Voilà. Donc là, on relève les données sur les paramètres enregistrés par le réacteur. Donc on voit qu'il a parcouru 12 km à la vitesse de 253 km/h. Et là, un décollage un peu plus virulent, avec une montée en chandelle directe et la rentrée du train d'atterrissage. C'est un truc de mec, ça, les petits avions, où il y a aussi pas mal de filles. Il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent, notamment avec les hélicoptères en électrique, mais c'est vrai que ça commence à toucher maintenant de plus en plus les filles aussi. On en voit de plus en plus sur les terrains et c'est bien agréable. Michel Coquet nous parlait tout à l'heure de son envie de survoler le trafic de la foire. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on circule mieux. J'ai cette impression-là, moi, depuis... C'est pas une impression, c'est réel. Les efforts qui ont été mis en place par nos collectivités, Metz Métropole et la ville de Metz, ainsi que nos équipes pour favoriser l'accès au parc des expositions, se sont avérés payantes dès le premier dimanche, forte affluence. Et on s'est aperçu que ça rentrait nettement mieux sur les parkings du parc des expositions. Nouvelle signalétique, un nouveau ring, en tout cas un tas de mesures nouvelles qui ont fait que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors vous vouliez un moyen pour surveiller. Loris, qu'est-ce qui nous a ramené Guy là? Il nous a apporté un petit drone. Je voudrais juste préciser que tout à l'heure en aparté, Guy me disait qu'il préparait des exercices en patrouille de France avec 5 pilotes. C'est-à-dire? Comme la patrouille de France. Ah ouais, avec 5 pilotes autres? On est en train de préparer pour la saison prochaine donc une patrouille. On va voler avec 5 avions biplans à essence. Donc c'est des avions qui font 2,50 m d'envergure. Et on est en train de préparer un programme de vol où on va voler tous les 5 ensemble avec donc ces 5 avions en voltige synchronisé. Il y aura de la casse là, au début. Oui. Alors nous allons maintenant voir, attendez, je montre juste à nos amis les quelques images que je peux faire. Est-ce que l'on pourrait maintenant voir le drone en action? Loris, qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Il y a beaucoup de choses à savoir sur les drones. Ben alors allez-y. Ça c'est le plus petit. C'est le plus petit ça? Le plus petit qui pèse quelques grammes, mais il y a des drones qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Je me suis un peu documenté. Ça peut voler jusqu'à 20 km d'altitude, pardon, les vrais drones. Hein. Ah, les vrais, d'accord. Et en ce moment, ils sont en train de faire une étude pour essayer de faire voler un drone dans une durée illimitée. C'est-à-dire un drone solaire et électrique. Juste une chose, c'est sur ces petits drones-là qu'on peut mettre des caméras maintenant, Guy? Ah, vous n'avez pas de micro, Loris. Alors oui, effectivement, on peut rajouter des caméras. Par contre, le marché du drone est un marché qui est très nouveau et qui est en pleine expansion, mais qui commence déjà à susciter quelques problèmes, notamment dans le respect de la vie privée à cause des caméras embarquées sur des Si je vous demandais avec précision d'aller l'amener sur la table devant Virginie, vous êtes capable de le faire là? Eh bien, écoutez, on va le tester. Ça va être votre truc du jour, là. Ça va être votre défi du jour. Allez, c'est parti. Défi relevé. Ah, c'est bien, ça fait du vent. Ah oui. Pas mal. Ça souffle vraiment. Voilà. Ça fait un peu d'air. Donc c'est une toute petite, un tout petit drone qui a une autonomie de 8 minutes en vol et qui est aussi capable de passer de la voltige. Bon, ici, on a malheureusement un petit peu de manque de place sur le studio. Guy, vous me le faites arriver ici, je pourrais le montrer à nos amis en gros plan parce qu'il est un peu loin de moi. Attention à vos feuilles. Si vous mettez vos feuilles sous la main, oui, c'est vrai. je vais vous le faire. Non, bougez pas. Non, bougez pas, attendez. J'ai toute l'émission. Ok, allons-y. Allez, c'est parti. Et la particularité des drones, c'est d'être silencieux, pour pas qu'on les remarque dans les missions de surveillance. Celui-ci est bien silencieux. Ça fait vraiment pas de bruit. Voilà, donc on peut tout imaginer que ce type d'appareil, bien sûr, qui existe dans des tailles beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes. Ah Bien fait. C'était pour tester la solidité. Voilà. Ok, il risque rien, ne vous inquiétez pas. Non, absolument pas. Merci beaucoup, Guy. Vous restez avec nous, bien sûr, parce que Loris maintenant va faire son show. Et il voulait forcément faire plus fort que vous, plus grand que vous. Et il m'a dit, il faut vraiment que j'aille chercher le truc le plus gros. Et effectivement, Loris, vous avez trouvé le truc le plus gros. C'est le plus gros, mais c'est le plus triste. Pourquoi? Ah bah écoutez, j'ai vu des images. C'est le dernier vol de la navette Endeavour. Ah oui, la dernière avant qu'elle rentre définitivement au musée, c'est ça? C'est une page de notre histoire qui se tourne. En tout cas, on a très très belles images, Loris. Ah oui, ouais. Elles sont belles, mais enfin, elles me rendent triste parce que bon, c'est tout à passer qui se termine. La navette est sur l'avion, elle passe sur l'avion. Ouais, c'est sur un 747. La navette va quitter la Floride, elle va aller dans un musée en Californie. D'ailleurs, c'est là quel est le poids là, de la navette sur le Boeing? 85 tonnes. 85 tonnes. Le Boeing se lève 85 tonnes. Guy, tout à l'heure, me précisait à juste raison que là, il y a beaucoup de matériel qui a été enlevé. Voilà, donc, ah oui, effectivement. Donc, elle doit peser un peu moins. Mais Guy, c'est un bon spécialiste parce qu'il me faisait aussi remarquer qu'au décollage, il y a les deux portances. Il y a l'aile du 747 qui porte
aidé par l'aile de la navette. Donc il y a un pilote ultra chevronné qui est aux commandes à ce moment-là. C'est vrai que c'est des images à la fois spectaculaires et tristes parce qu'on sent que ce sera vraiment fini les navettes. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Il y a eu les fusées Apollo avant. Il y a eu 5 navettes, dont 2 qui ont été détruites, une au décollage, une à l'atterrissage. Tout le monde est mort. Celle-ci a effectué 25 missions. Elle a servi à ravitailler la station spatiale. Et voilà. Virginie et Michel, quand vous voyez ça, vous avez quoi, un petit pincement au cœur quand même? Oui, ça fait toujours rêver. Hein. L'Odyssée de l'espace, c'est quelque chose qui nous a fascinés, qui continue à nous fasciner. Les images sont merveilleuses. Puis ça paraît tellement simple quand on voit cela sur les images. Oui. Et on ne sait pas ce qu'il va y avoir après parce que ça n'a pas encore été inventé, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Voilà donc pour le dernier voyage de la navette. Et comme Loris cherche toujours les dernières technologies, et qu'on n'est pas loin de l'heure de l'apéro, il s'est dit tiens, je vais quand même savoir ce qui se passe au moment des vendanges. C'est comme ça que vous avez trouvé le truc? Alors je vais vous parler d'un petit robot qui fait 50 cm de haut et 20 kg et qui maintenant va être capable de couper les vignes. Un robot 600 pieds de vignes par jour. On a des images et on va les découvrir. En espérant que ça ne va pas remplacer la main d'œuvre quand même. Ça aussi, oui. On va regarder? On regarde. Et voici Wall-E, comme son alter ego au cinéma. C'est un robot, mais encore au stade de prototype pour l'instant. Sa mission, aider les vignerons à gérer leur domaine. Doté d'une importante mémoire, il peut enregistrer les caractéristiques de chaque pied de vigne et se souvenir ensuite des soins qu'il nécessite. Un atout considérable pour une vinification de qualité. Ce robot complètement autonome doit être capable de se rendre par lui-même sur une parcelle et après de naviguer entre les rangs de la parcelle. Il a à l'intérieur de lui-même pour cela des caméras. Il est équipé de caméras en haut, en bas, pour voir s'il n'y a personne devant lui ou pour voir s'il est bien aligné dans le rang. Et après des caméras au niveau de ses bras pour pouvoir pointer juste sur le pied de vigne en question. L'idée est née il y a 3 ans lorsqu'un vigneron s'est plaint auprès de Christophe Millot du manque chronique de personnel. L'inventeur a promis de l'aider et il a soumis son projet à un ingénieur. Je dis tiens, c'est pas bête ça. Donc ça m'a réellement séduit. Je lui ai dit écoute, banco, on y va. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Après, je vais dire des milliers d'heures de travail. Honnêtement, à tous les deux, des milliers d'heures de travail. C'est impressionnant les week-ends qu'on a pu passer et tout, les soirs, les nuits. Enfin bref, on en a grillé des moteurs, on en a abîmé des choses. Mais bon, on arrive maintenant à un produit qui, franchement, il est pas mal. Le prestigieux château Mouton Rothschild a déjà manifesté son intérêt pour la technologie de Wall-E, tout comme de plus petits vignerons qui voient une aide précieuse pour les tâches répétitives. On peut imaginer que pour les travaux qui seraient les plus ennuyeux finalement, qui demandent au cerveau de fonctionner assez peu, un petit robot qui ferait ça à notre place, ça peut être quelque chose d'intéressant. Des projets similaires voient le jour en Nouvelle-Zélande et en Californie, mais pour l'instant, Christophe Millot a une longueur d'avance. La production de son robot Wall-E va commencer dans les prochains mois. Pour le moment, nous sommes les seuls. J'espère rester longtemps, j'espère qu'on restera longtemps les seuls. Assez longtemps pour que son concentré de technologie à 25 000 € s'impose sur le marché viticole, avant que la concurrence le rattrape. Et ben voilà, grâce à vous, on en apprend. Sujet FP, super beau sujet. Merci beaucoup, Loris. Merci, Guy. Merci à vous. Bon vent, et vous savez que dès qu'il se passe quelque chose, il faut venir nous le dire. Hein. On vous prépare un bel événement. Ok. Alors, tout au long de cette semaine, vous le savez, devant les caméras de R, vous pouvez passer ici à la FIM et nous laisser quelques messages. En tout cas, peut-être pas forcément à nous, mais à certains. Et j'ai même fait la rencontre d'un biker, et pas n'importe quel biker. Vous allez voir sur ces dédicaces. À tout de suite. Alors, allez-y, Christian. Alors, le message que je veux faire, c'est à ma femme. Qu'au bout de tant d'années, que j'aime toujours autant. Jocelyne. Alors, dans ce cas-là, vous dites un petit message à ma femme Jocelyne, mon cœur de biker, je t'aime. Alors, un petit message à Jocelyne, mon cœur de biker, je t'aime. Ah, bien. Merci, Christian. C'est super. Voilà. Oh. Alors, moi, je voudrais faire un gros bisou à mes 3 filles, Sarah, Sonia et Lila. Voilà. Bisous. Alors, je fais une dédicace à ma grand-mère qui m'a élevé depuis l'âge d'1 an. Et je fais une dédicace à tous les gens qui me reconnaîtront à R, l'autre télé. Et je invite les gens à venir à la FIM, nombreux, jusqu'au 8 octobre 2012.
Voilà donc pour les dédicaces tout au long de cette semaine. Vous le savez, vous pouvez venir sur ce stand nous laisser des petits messages. Ça sent bon, non? Très bon. Et vous savez ce que c'est? Des épices. Bien joué. Et nous avons, pour parler des épices, forcément Ghislaine Fortet. Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, nous sommes au comptoir des épices? Alors, le comptoir aux épices, c'est le nom de la boutique de Bourges. Et à la FIM, c'est Au goût du monde depuis des années maintenant. On vous trouve où à la FIM? Vous êtes où? Sur quel stand? Dans le hall de la gastronomie, au C33. Alors, vous venez d'arriver il y a 5 minutes et déjà, on en prend plein. Mais ça sent bon, c'est incroyable. On va vous montrer ce qu'elle nous a ramené, Ghislaine, parce qu'elle n'est pas venue les mains vides et ce sera pour notre plus grand plaisir. Par contre, je ne sais pas avec quel mets ça se cuisine, vous pourrez me le dire de temps en temps. Alors, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est du poivre? Alors, ça, c'est du poivre de Sancho. C'est un poivre japonais que les grands chefs, maintenant, utilisent énormément dans leurs desserts et dans leurs poissons. Anne-Sophie Pic, par exemple, fait sa mousse au chocolat avec ce poivre-là. C'est un poivre vraiment très exceptionnel, avec des saveurs de citronnelle qu'on va mettre un petit peu plus dans des plats sophistiqués, je dirais. Ah ouais, pas mal. Vous faites la cuisine, Michel Coquet, un peu? Je fais un peu la cuisine quand j'ai le temps. C'est quoi votre plat, celui que vous arrivez à tous les coups? J'aime bien faire la langue de veau. La langue de veau? Oui, parce que c'est un plat qui se fait avec beaucoup de complications, qui demande du temps. Donc j'aime les choses peut-être un peu compliquées. Donc quand j'ai du temps, belle langue de veau. On continue. Là, c'est quoi, Ghislaine? Alors ça, c'est un mélange que nous faisons. En fait, c'est un mélange de famille parce que nous sommes une grande famille d'épiciers. Et c'est un mélange pour le poisson. Alors là aussi, les couleurs sont juste magnifiques. C'est jaune, c'est vert, c'est orangé. Enfin, c'est pour les poissons. On en fait une gentille petite sauce bien jaune, bien parfumée, qu'on va mettre avec des queues de lotte ou des coquilles Saint-Jacques. Alors, autre chose. Alors, j'ai le nom sous les yeux, mais je vais vous laisser vous le dire quand même. Le mélange trappeur. C'est une association de sel, de poivre de Tasmanie, d'épices, d'oignons et de sirop d'érable. On va le mettre sur une côte de bœuf, sur un magret de canard. Et les Canadiens font griller leur saumon avec ce mélange. Ça doit être pas mal. Parce que finalement, on ne se rend pas compte lorsque nous... Bon, moi, je suis amateur. La seule chose que je sais faire, je suis comme Garfield, c'est les lasagnes. Enfin, lui, il les mange. Mais moi, on se rend souvent compte que finalement, lorsqu'on met un tout petit peu de choses comme ça change vraiment tout le mets, quoi. Voilà, on peut changer d'épices tous les jours avec la même viande ou le même poisson et on aura un plat différent tous les jours. Est-ce que ça se conserve bien, ces épices-là? Ça se conserve très bien. Vous pouvez garder des épices pendant 10 ans sans aucun problème. 10 ans. Avec 2 petites conditions, pas de lumière et un pot bien hermétique. D'accord. Alors, nous avons là des fèves. Alors, des fèves de tonka. Je vous ai ramené ça parce que c'est pas trop courant. Ça commence à devenir un peu ça se mange plus à la comment, mode. Alors, on va les utiliser de la même façon que la noix de muscade. On va les râper. Ah, d'accord. On va les mettre dans les desserts, dans les flancs, dans les crèmes. Et on a une petite recette de filet mignon de veau avec un petit peu de fèves de tonka râpées dessus. C'est pas mauvais. Ah, ça doit être pas mal, ça. Ok, et le dernier, vous pouvez me le passer parce que je suis un peu loin. Alors, le dernier, loin. c'est une de mes créations. Ah, c'est du perso, alors. C'est du perso. Qu'est-ce que vous nous avez inventé? Il a une petite histoire, d'ailleurs, qui a commencé à Metz, pour tout vous dire. J'ai des clients qui, il y a maintenant 3 ou 4 ans, me disaient « Mais moi, je voudrais du poivre, mais le même que le vôtre. » Et je leur disais, mais je ne peux pas parce que moi, je fais un mélange. Et les clients me disaient, mais je veux le même, alors faites-le moi. À force de me répéter, faites-le moi, j'ai fini par le mettre sur le stand. Et c'est un assemblage de tous les poivres rares et parfumés du monde, avec des poivres vraiment exceptionnels comme le Chiloé, par exemple. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Et donc, Ghislaine, c'est au comptoir. Alors ici, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle comment? Au goût du monde. Au goût du monde. Le c'est joli. Le goût du monde, c'est donc dans le hall? Le hall gastronomie, le stand de C33. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci de m'avoir reçu. Merci, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, Michel Coquet. Mais c'est moi qui vous remercie. Nous, on sera là demain, Virginie? Oui, toujours au poste. Fidèle au poste, avec nombreux invités. On parlera du nouvel hôpital de Metz avec le docteur Khalifi. On parlera plein de choses avec Roger Kezel, le président et le parrain de cette film qui vient dans cette émission nous parler du journal des bonnes nouvelles. Bref, vous l'avez compris, demain, il y aura plein de choses au programme. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt, bye bye, merci.
Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.